Tapis rouge a déroulé ce matin à Kosiam pour accueillir des ambassadeurs nouvellement accrédités au Burkina Faso. Ces diplomates devront œuvrer à renforcer les liens de coopération entre leur pays et le Burkina. Présentation des nouveaux ambassadeurs à suivre dans quelques instants. L'une des priorités de ces diplomates sera certainement d'apporter un appui au Burkina Faso dans son combat contre le terrorisme. En attendant, les forces armées nationales sont à la traque des forces du mal dans le cadre de l'opération Restauration à Barsalgo dans le centre nord. Ce soir, nous suivons les pas de l'unité spéciale de la gendarmerie nationale qui redonne de l'espoir aux habitants de la localité. Reportage exclusif à suivre dans quelques minutes. En actualité politique de ce 20h, le mouvement patriotique pour le salut investit son candidat à la présidentielle du 22 novembre prochain. Un candidat absent au congrès d'investiture qui s'est déroulé cet après-midi à Ouagadougou. Les raisons de l'absence de Yacouba Isaac Zida et la réaction du gouvernement à suivre dans ce journal. À l'étranger, au Mali voisin, le président de la transition, Ban Dao, a été investi ce 25 septembre. Lui et le vice-président Assimi Goïta ont prêté serment devant la Cour suprême du Mali. Détail à suivre en fin de journal. Bonsoir, merci de nous suivre. Instant solennel ce 25 septembre au palais de Kosiam. 6 nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président du Faso. Leurs pays sont des partenaires stratégiques du Burkina, de l'avis du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Qui sont ces nouveaux diplomates qui s'installent dans notre pays? Réponse avec Daouda Ouattara et Moumouni Soubega. 6 nouveaux ambassadeurs accrédités au Burkina présentent leur lettre de créance au président du Faso, Rochmark Christian Kaboré, ce 25 septembre à Kosiam. Madame Nadieska Navarro Baro est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba auprès du Burkina. Née en 1970, elle est titulaire d'une licence en relations internationales. La deuxième personnalité à présenter ses lettres de créance est le docteur Andreas Michel Fafernoski, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne auprès du Burkina. Le docteur Andreas est né à Berlin en 1962. Il est économiste de formation. Masaki Kato est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Japon auprès du Burkina. Né en 1960, le diplomate nippon est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'université d'Aoyama Gakuin. Il a déjà servi en tant que représentant de la JICA à Nairobi puis à l'ambassade du Japon à Abidjan. La quatrième personnalité à présenter ses lettres de créance est Monseigneur Michel Francis Coty, nonce apostolique auprès du Burkina Faso. Né en 1970, le nonce apostolique est titulaire d'un doctorat en histoire de l'Église et d'une licence en droit canonique. Le nouvel ambassadeur du Royaume de Belgique auprès du Burkina s'appelle Jean-Jacques Kaidaria. Il est titulaire d'une licence en kinésithérapie et en réadaptation de l'Université catholique de Louvain en Belgique et d'un diplôme en santé publique obtenu à Nancy en France. La sixième et la dernière personnalité à présenter ses lettres de créance au chef de l'État est Madame Sandra Eliane Clark, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d'Amérique auprès du Burkina Faso. Né en 1956, le diplomate américain est diplômé des études juridiques de l'Université de Colombie. Nous avons une coopération très dynamique et vous avez vu récemment la signature du MCC et il y a d'autres domaines de coopération qui sont très importants et les États-Unis sont surtout un partenaire stratégique dans la lutte contre le terrorisme au Sahel et dans notre pays. L'Allemagne qui est un pays très important également dans le domaine du développement mais aussi de plus en plus dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Vous prenez la Belgique qui est déjà engagée déjà dans ce domaine de la lutte contre le terrorisme. Le Japon, c'est connu, est un partenaire très très important du Burkina Faso avec des interventions dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'éducation et même dans le domaine de la sécurité récemment. Et vous avez également le Vatican avec qui nous avons signé un accord qui est entré en vigueur il y a seulement quelques jours de cela. Le président du Faso, lors
de sa déclaration à l'Assemblée générale des Nations Unies, a demandé la levée du blocus économique contre Cuba. Cuba intervient dans notre pays, dans le domaine de la santé notamment, avec des médecins qui sont dans nos hôpitaux à travers le pays. Tous les 6 ambassadeurs résideront à Ouagadougou. Des nouvelles accréditations qui traduisent la bonne santé des coopérations entre le Burkina Faso et ses pays amis, selon le chef de la diplomatie burkinabé. Retour ce soir sur le séjour du président du Faso en Guinée-Bissau. Sur place, Roch-Marc Christian Kaboré a accordé une audience à une délégation de Burkinabés vivant dans ce pays. Le président du Faso a également reçu des éléments du contingent burkinabé en service de maintien de la paix en Guinée-Bissau. La teneur des échanges avec Draman Dadia. L'unité de police constituée du Burkina, membre de la mission de sécurisation et de maintien de la paix en Guinée-Bissau, est en fin de mission après 8 ans d'intervention sous contrôle de la CEDEAO. Le colonel Cabré et ses hommes en parlent au président du Faso avant leur retour au Bercail. Pendant les 8 années, le Burkina était en charge de la sécurité de la présidence de Guinée-Bissau. Et toutes les autres autorités ont à un moment donné voulu que ce soit le Burkina qui assure la sécurité. Alors nous avons 5 pays qui participaient, et donc chaque institution voulait. Mais bon, on a essayé de faire en sorte que le Burkina soit présent à côté de chaque institution, de chaque chef d'institution. Et en tout cas, c'est une présence qui a été appréciée, c'est juste pas. Une délégation de la diaspora est aussi là pour prendre langue avec le chef de l'État. Adrien est médecin, consultant pour le compte de la CEDEAO en Guinée-Bissau. Ils sont environ 240 Burkinabés en activité dans les 8 régions de la Guinée-Bissau. Certains sont en mission officielle, mais la majorité de ces Burkinabés vivant en Guinée-Bissau sont dans le secteur informel. Nous revenons au Burkina Faso pour les autres points de l'actualité. L'École nationale de police sort sa cuvée 2020 composée de plus de 1000 sous-officiers. Ce contingent vient à un moment où le Burkina Faso a besoin de ressources humaines compétentes pour faire face à l'insécurité. Le Premier ministre a présidé la cérémonie de sortie de la promotion qu'il a baptisée promotion cinquantenaire de l'ENP. Les temps forts avec Adama Guiti et Draman Guinée. Promotion 49, École nationale de police. 809 sous-officiers de police nationale, 282 policiers municipaux, 4 redoublants, 1 décès. En tout, 1091 policiers prêts pour le terrain. Quel nom donnez-vous à cette promotion? Promotion s'appellera désormais cinquantenaire. Promotion cinquantenaire, allusion est faite au 50e anniversaire de l'École nationale de police. Après lecture du palmarès, le Premier ministre déclare la promotion digne du port de Galon. L'honneur est fait ici aux différents majors de section. C'est la toute première promotion recrutée avec le baccalauréat. Pour le Premier ministre, c'est une bouffée d'oxygène face aux énormes défis du pays. Le président du Faso, après sa visite à Djibo, avait pris l'engagement de faire en sorte que la police et la gendarmerie puissent se réinstaller dans les différentes zones pour assurer les arrières de nos troupes militaires qui se battent pour repousser le terrorisme hors de nos frontières. Et aujourd'hui, avec l'apport de ces jeunes, nous sommes convaincus que le contingent va être renforcé. La police s'invite à la cérémonie, mais la détermination ne faiblit pas, surtout avec les conseils avisés du parrain et du ministre de la Sécurité. Vous aurez une responsabilité particulière dans la préservation de la cohésion sociale et du vivre ensemble. N'oubliez jamais que la veuve et l'orphelin ont besoin de votre protection. Un policier national, un policier municipal doit pouvoir faire une évaluation au quotidien de son action auprès de la population. Sans aucun doute, l'école dit avoir adapté sa formation aux nouveaux défis avec la relecture de ses curricula. En témoignent ses exercices pratiques. Nous devons d'être plus déterminés afin de pouvoir garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Par ma voix, la 49e promotion s'engage à contribuer efficacement à relever les défis sécuritaires avec honneur et fierté dans le professionnalisme.
Sortie de promotion, célébration du 50e de l'École nationale de police, les fêtes se chevauchent. Les anciens exemples de l'école sont décorés pour la circonstance. L'arbre du cinquantenaire est mis en terre par le chef du gouvernement. Sur le terrain, les forces armées nationales sont déployées dans le cadre de l'opération spéciale dénommée Restauration à Barsalgo dans le centre-nord. Parmi ces éléments qui traquent les terroristes au quotidien, il y a ceux de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale. Le reportage que vous allez suivre est une exclusivité RTB et il est signé de Draman Guéné. Au cœur de l'opération Restauration. Itinéraire Casamance, Bamako, Casamance. Formation suivant le développement dispositif. Dès que prêt à ce départ. Départ pour remplir. Et deux fois qu'il y aura, tenez-vous prêt pour le départ. Fonctionnez le véhicule. C'est l'opération déployée ici à Barsalgo, à quelques kilomètres de Kaya, pour restaurer la sécurité. Nous embarquons avec l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale. La patrouille du jour prend l'axe Barsalgo-Dablo, jadis l'axe de la mort. Le capitaine Contact est le chef des opérations. Nous l'avons nommé ainsi pour sa proximité avec ses hommes. Nous sommes à Barsalgo pour soutenir les forces militaires, les FDS qui sont dans la ville de Barsalgo. Dans ce contexte de guerre, ils ne font confiance à personne. Le danger peut venir de partout. Toute personne sur leur passage doit montrer patte blanche. Rien à signaler, la mission se poursuit. Ce sont les mêmes moyens que nous utilisons. Donc ça nous permet d'aller aux mêmes endroits où ils vont. Nous sommes dans une saison pluvieuse où il y a eu beaucoup de pluie. Nos premiers engagements ont été très difficiles parce que nous avons dû traverser des cours d'eau, des marécages, ainsi de suite. Et je peux vous assurer que les moyens motorisés sont les moyens qui nous permettent en tout cas de pouvoir atteindre ces zones-là. Dans la ville, ce sont des patrouilles appuyées au contact des populations. Cet exercice, les hommes du capitaine Contact le font pour installer la confiance et structurer les renseignements. Ça nous permet de rassurer la population, c'est-à-dire de rentrer, de communier avec la population dans la ville de Barsalgo et de leur apporter un message et un témoignage, de leur dire que nous, FDS, nous ne sommes pas des ennemis. C'est bien vrai que quand on regarde notre accoutrement, on a l'impression d'être des Rambo, mais en réalité, nous sommes des fils de Barsalgo aussi. Le capitaine ne gère pas que l'unité spéciale. Il contrôle aussi le mouvement des VDP, les principaux indiques des FDS, la sentinelle locale. Ce sont eux aussi qui nous aident en nous guidant sur le terrain. Parce que vous savez très bien que nous, quand on vient dans une zone comme ça, il nous faut des yeux, on n'a que des GPS. Et donc ils nous aident beaucoup. Et je peux vous assurer que lorsqu'on a besoin de nous, d'eux pour nous guider, ils vont réellement jusqu'au cœur de l'ennemi pour nous guider. Wen Panga, le chef des VDP, est en repos ce matin après sa patrouille de la nuit. Ces patrouilles se font en coordination avec celles de l'unité spéciale. Parfois, ils font des missions communes. Il n'y a pas cet endroit où les FDS ne rentrent pas dans cette course. S'ils veulent faire leurs opérations, ils nous informent et nous nous positionnons aux abords pour éviter que les terroristes ne s'échappent. En peu de temps, l'opération Restauration a fait plusieurs sorties à la traque de l'ennemi. Des opérations délicates mais exaltantes pour que le drapeau du Burkina continue de flotter sur cette partie du territoire. Dès notre premier contact, on a eu malheureusement une perte dans nos rangs. Mais eux aussi, ils ont subi de lourdes pertes. On a pu neutraliser plus d'une dizaine et récupérer pas mal de moyens. Nous avons croisé le fer aux terroristes à Bilbao. Il valait la vingtaine. Nous les avons presque tous neutralisés et récupéré leurs armes. Les FDS ont aussi croisé un groupe qu'ils ont éliminé et récupéré également les armes. Sur le terrain, les hommes du capitaine Contact maintiennent le cap, ratissent large pour gagner plus de terrain. L'opération est axée sur l'offensive. Aller dans les derniers retranchements des terroristes, les neutraliser ou les capturer.
À noter que ces patrouilles se font également dans les 10 camps de déplacés internes que compte la localité. C'est dire donc que l'opération restauration passe au pain fait toutes les zones à Barsalgo. Dans les camps, les forces de défense et de sécurité transmettent surtout aux déplacés un message les invitant à la collaboration avec elles. Nous voyons cela avec Draman Guéné. Ce matin, le capitaine Contact et ses hommes reviennent au camp sud des déplacés internes de Barsalgo. 2440 personnes sont relogées ici après la crise de Yirgou du 1er janvier 2019. Ce sont des patrouilles de routine pour éviter que le site ne soit infiltré. Face aux déplacés, le capitaine Contact plante le décor. Comme là, pour leur sécurité. Donc il ne faut pas qu'ils aient des appréhensions ou qu'ils aient peur de nous. Lorsque nous venons ici, ils ont pu témoigner d'hier, la communion que nous avons eue avec les femmes, les enfants et tout le monde ici. Vraiment, c'est très important. Nous souhaitons qu'il y ait ce capital confiance-là entre nous et que nous puissions travailler ensemble, main dans la main. Voilà. Tout est fait pour briser la glace et créer un climat de confiance. Après quelques passages, le capitaine Contact est devenu familier du site. Il se fait servir un café par le tablier du camp. C'est bon ça. Si nous vivons tous dans le même village, nous devons cultiver l'union et non se faire peur mutuellement. Nous devons vivre dans la cohésion et nous donner des conseils. S'il y a la cohésion et un étranger vient au village, on doit le signaler aux autorités. Si vous avez des informations, vous nous les donnez et ensemble nous allons combattre les terroristes. C'est à ce prix que vous pourrez regagner vos villages. 5 ans de Barsalgo compte 10 camps de déplacés internes. Les visites inopinées se font dans tous les camps de déplacés selon le calendrier des opérations pour la sécurité des habitants et le renseignement. L'opération restauration ratisse large afin de permettre à chacun de regagner son village dans la quiétude. Et les effets immédiats de cette opération sont déjà visibles. Le visage de Barsalgo a changé. La vie reprend de plus belle après l'état de siège imposé par les forces du mal. Services publics, marchés et autres lieux de loisirs ont repris leurs activités. La peur a même changé de camp de la vie des habitants de Barsalgo. Constat d'un retour à la vie normale dans ce reportage de Draman Guéné. La musique d'ici et d'ailleurs dans les maquis de Barsalgo. Des commerces ouverts, nous sommes en pleine journée et les habitants vaquent à leurs occupations. Depuis le début de l'opération restauration, la ville revit. Toutes les activités socio-économiques fonctionnent. La circulation a repris sur les axes. Barsalgo n'est plus enclavé. Depuis la venue des militaires, nous respirons. Avant leur arrivée, il était impossible de faire 5 km au-delà de Barsalgo. Présentement, nous pouvons voyager en toute sécurité. Les populations étaient un peu apeurées ici, jusqu'à, notamment à la tombée de la nuit, les populations étaient retranchées chez eux. Mais depuis que nous sommes là, nous sentons réellement les gens revivre. Donc on peut s'assurer que, en tout cas, les gens ont un regain de confiance en termes de sécurité. Paul vit dans un village à 10 km de Barsalgo. Chaque matin, il rejoint son atelier ici en pleine ville. Il se sent mieux à l'aise, mais garde encore le souvenir des périodes dures. Souvent, nous jetons nos clés pour prendre la fuite. Présentement, la peur est en train de partir. Nous vivons et vaquons paisiblement à nos activités. Voilà. Le marché brille de monde, les affaires renaissent. Kaya Barsalgo se pratique aujourd'hui à toutes les heures. Les déplacés internes font maintenant la navette entre les sites d'accueil et les villages de départ. Nous voyageons sans problème. Nous partons à Dablo et même ailleurs. Depuis mes 8 mois ici, c'est à Kaya seulement que je suis allé. Je suis rentré de Pinsa il y a 5 jours. Cela était impossible avant. La confiance renaît, l'opération s'intensifie aussi. Les zones reconquises vont au-delà de Barsalgo. Objectif,
réhabiliter tous les villages désertés sous le poids de l'insécurité. Très rapidement, nous déployons complètement dans la brousse. Nous essayons d'écumer un peu les villages qui sont abandonnés pour prendre pied sur ces villages-là, voir un peu ce qui se passe là-bas, quels sont les actes de vandalisme qui ont été commis, et aussi voir s'il y a des individus armés qui sont là-bas pour pouvoir les repousser, dans le but, dans une seconde phase, de pouvoir appuyer la réinstallation de ces villages-là. Barsalugo, autrefois assiégé, Barsalugo aujourd'hui libéré. Toute l'administration est de retour dans la ville. En bref, et sur le même sujet concernant la région de l'Est, à plusieurs sources sécuritaires indiquent que dans la nuit de mercredi à jeudi, le détachement militaire de Tsiapaga a neutralisé une quarantaine d'hommes armés dans le parc W, non loin de Tapoua-Djerma, un village situé à 25 km de Tsiapaga. Les mêmes sources ajoutent que 3 assaillants ont été capturés et des motos ainsi que de l'armement saisi. Dans cette opération, les FDS ont été appuyés par les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie. À présent, les actualités politiques de ce 20h. Il était absent cet après-midi au congrès qu'il a investi candidat à l'élection présidentielle du 22 novembre. Nous parlons de Yacouba Isaac Zida, candidat à cette élection sous la bannière du MPS, le mouvement patriotique pour le salut. Les temps forts de cette investiture dans ce compte-rendu de Salifou Belem et Olopoda. Nous investissons le son excellence Yacouba Isaac Zida comme notre candidat aux élections présidentielles de novembre 2020. Yacouba Isaac Zida, investi candidat à la présidentielle du 22 novembre prochain. Absent à cette investiture, le MPS, le mouvement patriotique pour le salut, s'en défend. Le candidat n'est pas présent tout simplement parce que le MPS lui a demandé de différer son retour au Burkina Faso. En tout cas, nous avons voulu que ce soit un retour apaisé compte tenu des circonstances dans lesquelles il est resté au Canada. L'absence physique du candidat à ce congrès extraordinaire d'investiture n'entame en rien la conviction de ses militants et sympathisants du MPS. Avec leurs champions, ils rêvent bâtir ensemble un Burkina meilleur en opérant la rupture en matière de sécurité humaine. Et le parti compte tout mettre en œuvre pour la validité de cette candidature. Son dossier de candidature est déjà prêt. Nous avons les parrainages nécessaires. Son casier judiciaire est bien, je vous l'ai montré. Tout est prêt pour le dépôt de sa candidature. Tchoko Zida viendra. Et s'il ne vient pas, nous allons partir le chercher. Ce qui est en jeu, c'est le destin, c'est la destinée du Burkina Faso. Pour les militants du mouvement patriotique pour le salut, le candidat est bel et bien éligible à la présidentielle. Mais au regard des griefs formulés contre lui par la justice militaire, l'ex-premier ministre de la Transition a toutefois peu de chances, de la vue de nombreux observateurs, de participer à la campagne électorale. Et relativement à cette actualité politique, je porte à votre connaissance ce communiqué du gouvernement. Dans un communiqué en date du 24 septembre 2020 et signé par son président, M. Augustin Loada, le mouvement patriotique pour le salut MPS accuse les autorités burkinabées d'empêcher, malgré ces démarches dites républicaines, la participation de M. Yacouba Isaac Zida au congrès d'investiture qu'il organise le 25 septembre 2020. Au regard de la gravité des accusations et de la désinformation savamment orchestrée par le mouvement patriotique pour le salut, le gouvernement tient à opposer un démenti formel à ces informations erronées et sans fondement. En effet, le MPS demande aux autorités de soustraire M. Yacouba Isaac Zida de toute action judiciaire alors que celui-ci doit répondre devant la justice militaire des chefs d'accusation de désertion en temps de paix et de refus d'obéissance. Le non-respect des lois et règlements militaires a conduit à la réabdication des effectifs des forces armées nationales du Burkina Faso de M. Yacouba Isaac Zida et un mandat d'arrêt a été émis à son encontre en avril 2017. Le gouvernement réaffirme son double attachement au droit au retour dans son pays d'origine de M. Yacouba Isaac Zida d'une part et au principe de l'indépendance de la justice d'autre part. Eu égard à ces principes cardinaux de notre démocratie rappelés au président du MPS, le gouvernement ne peut en aucune
d'aucune façon interférer dans des questions qui sont du ressort du pouvoir judiciaire. Le gouvernement informe l'opinion nationale et internationale que l'entrée du territoire du Burkina Faso est libre et autorisée à M. Yacouba Isaac Zida comme à tout Burkinabé désireux de revenir dans son pays. A signé ce communiqué le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Rémi Filgasa Danchino. Un code électoral modifié dans un contexte sécuritaire difficile, quelle garantie pour éviter une crise post-électorale après le 22 novembre 2020? C'est une préoccupation soulevée par les députés du groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale. Ils ont entamé leur deuxième journée parlementaire ce matin à Ouagadougou. Le compte rendu de Marguerite Douaniou. Deuxième journée parlementaire et également les dernières pour le groupe parlementaire Paix, Justice et Réconciliation nationale. À 2 mois de la tenue des prochaines consultations électorales au Burkina, le groupe parlementaire consacre sa réflexion sur la récente modification du code électoral dans un contexte d'insécurité. Il est important que les acteurs politiques que nous sommes, nous puissions toujours réfléchir pour voir un peu quel est l'impact de la décision qui a été prise pour que les articles qui ont été ajoutés à ce code-là puissent effectivement dans l'effectivité permettre d'aller à des élections vraiment apaisées et inclusives. Se pose alors pour le groupe parlementaire la question de garantie pour des élections couplées exemptes de crise post-électorale et la réponse serait que les acteurs s'asseyent pour voir la faisabilité opérationnelle de ces élections, si oui ou non. Sinon, nous serons confrontés à des graves crises qu'on ne peut pas vraiment résoudre. Deuxième aspect, c'est la question de la légitimité des mandats qui vont sortir de ces élections législatives. L'entame de ces réflexions est saluée par le président de l'Assemblée nationale venu témoigner soutien et félicitations aux députés de l'opposition pour leur contribution à la vie de la représentation nationale. C'est aussi une reconnaissance à ce groupe pour le travail qui a été abattu, pour le soutien dont j'ai fait l'objet durant toutes ces 4 dernières années. Et je voudrais profiter de votre micro pour féliciter le président du groupe, pour féliciter les membres du groupe pour le travail qui a été abattu et pour la tenue régulière de ces journées parlementaires depuis la création de ce groupe parlementaire. Également présents à l'ouverture des journées parlementaires du PGRN, les représentants des groupes Burkina, CDP et MPP, et l'appel lancé par le groupe PGRN aux acteurs politiques qu'ils sortent de leur zone de confort pour mettre l'intérêt général en priorité au nom de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Une véritable réconciliation nationale dans le contexte électoral au Burkina Faso, c'est un vœu cher à ces citoyens appelés web activistes politiques. Ils placent le sujet au centre de leur tout premier forum qui a débuté hier à Ouagadougou. Ils sont plus de 200 web activistes et associés à prendre part à ce forum. On en sait plus avec Omar Sombri. Ils sont issus des différentes formations politiques du Burkina Faso, mais ils ont un point en commun. Ils sont web activistes et blogueurs politiques. Ils tiennent ici leur tout premier forum. Ce forum, organisé à quelques jours des campagnes électorales, a pour but d'apaiser les réseaux sociaux pour des élections sans violence. Dans ce contexte, nous savons qu'il y a des mots qui sortent. Et vous savez que toutes les grandes guerres du monde sont faites à partir des mots. Et nous savons que la parole participe énormément. Et c'est pour ça, disons que dans ce type de contexte, il est évident qu'il peut y avoir de la violence verbale. Donc nous pensons que si nous réunissons les gens, déjà le fait de se voir, le contact physique entre les web activistes a créé un apaisement. Donc c'est ça qui a soutenu vraiment en tout cas notre idée. La première édition de ce forum est placée sous le thème « Contribution des web activistes politiques pour une véritable réconciliation nationale dans un contexte électoral, défi majeur et engagement collectif ». Pour la ministre en charge de l'économie numérique, ce forum tombe à point nommé. Il est important que nous allons aux élections non seulement en rang serré, mais aussi avec les autres partis dans un bon climat. Et cette activité rentre dans ce cadre-là. Plus de 200 participants sont attendus au cours de ce forum.
Plusieurs communications seront faites à l'endroit de ces web activistes, au nom desquels l'utilisation citoyenne des médias sociaux en période électorale. Autre point de l'actualité, nous sommes le 25 septembre et c'est la journée mondiale du pharmacien. Les pharmaciens du Burkina Faso célèbrent cette journée à travers un panel dans le but de mieux faire connaître leurs rôles et attributions. Thème de ce panel, le pharmacien, un praticien au cœur du système de santé. Le reportage de Salifou Belem et Oumou Sissi. 25 septembre, journée mondiale du pharmacien, et la commémoration de cette 11e édition ambitionne rapprocher le pharmacien de la population et également sensibiliser sur les rôles et missions de cet acteur de santé. Un acteur dont toutes les attributions et compétences restent souvent méconnues du grand public, d'où l'organisation de ce panel sur le thème « Le pharmacien, un praticien au cœur du système de santé ». La majorité de la population pense que le pharmacien c'est celui-là qui détient l'officine pharmaceutique, alors que cette partie en fait n'est qu'une petite partie, n'est-ce pas, de ce que le pharmacien fait. Vous avez le pharmacien dans les centres de santé, vous avez le pharmacien qui s'occupe en fait de la recherche, vous avez les pharmaciens qui font de la biologie. Donc pour nous, ce thème va permettre justement aux journalistes, à la population de savoir en fait que derrière ce praticien-là, il y a beaucoup de compétences en fait qu'ils embrassent pour justement le bien de la population. Don de sang et remise de vivres à un orphelinat sont entre autres activités au milieu de cette commémoration. C'est en 2009 que le 25 septembre a été dédié aux pharmaciens à l'initiative de la Fédération internationale pharmaceutique. Et c'est seulement en 2018 que cette journée est commémorée au Burkina Faso. Lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso, le Comité international de la Croix-Rouge offre du matériel au ministère de la Santé. Ce geste s'inscrit dans le cadre du projet dénommé Prévention et riposte d'urgence à l'épidémie du Covid-19 dans les 45 provinces du Burkina. Le matériel, dont la valeur est estimée à plus de 160 millions de francs CFA, a été acquis avec l'appui financier de l'Union européenne. Bernard Kombelem, Amadou Marcelto. Du matériel sanitaire composé essentiellement de masques, de gel hydroalcoolique, du savon et des tentes médicalisées. C'est le don du Comité international de la Croix-Rouge au ministère en charge de la santé dans la lutte contre le Covid-19 au Burkina. Nous constatons ces 2 jours qu'il y a une augmentation du nombre de cas. Cela nous interpelle à tous les niveaux de continuer à mobiliser le pouvoir des Burkinabés, le pouvoir de l'humanité, pour continuer donc à lutter contre cette maladie sur l'ensemble du territoire national. Financé par l'Union européenne à hauteur de 160 millions de francs CFA, par ce geste, l'institution vient rappeler les populations la nécessité de toujours respecter les mesures barrières. Des activités de sensibilisation, Et dans ce sens, je voudrais justement insister sur l'aspect important de continuer à respecter les barrières, etc., et toutes les mesures pour contenir les coronavirus ici au Burkina. Ce don vient un peu comme une piqûre de rappel, nous dire que la maladie n'est pas encore finie. Et nous devons redoubler d'efforts, renforcer la surveillance, renforcer la vigilance. Par cette dotation, le CICR entend ainsi jouer sa partition dans la lutte contre la pandémie du coronavirus qui a occasionné jusque-là 56 morts au Burkina Faso. Un mot sur l'actualité dans le secteur de l'éducation et nous mettons le cap sur le Naouri pour voir quelques infrastructures scolaires en construction. Certaines sont même achevées et devront accueillir les premiers élèves. Le constat a été fait par le ministre de l'Éducation nationale qui annonce des mesures pour répondre à certaines difficultés dans le système éducatif burkinabé. Amadou Ilboudo, Ismaël Adiloma, Sirima. Dans sa tournée dans le Naouri, le ministre Waro s'est arrêté sur le site du collège d'enseignement technique professionnel de Pau. Des travaux lancés depuis 2013-2014 sont toujours inachevés. Les raisons sont bien connues du ministre de l'Éducation nationale. L'enseignement technique et professionnel de Pau, voilà, qui ne fait pas partie des 5 collèges d'enseignement technique que nous avons réalisés dans le cadre du programme du président du FASO, mais qui étaient des infrastructures antérieures qui était géré par le ministère des enseignements secondaires et supérieurs de l'époque. Aujourd'hui, tout est revenu au ministère en charge de l'éducation et donc la transition n'a pas été, puisque c'est des marchés,
Et donc c'est ce qui bloque, mais nous sommes en train de travailler avec le ministère des Finances pour débloquer la situation. Avant le site du collège d'enseignement technique professionnel de Pau, le ministre Ouaro a visité le lycée de Dakola. Ici, 2 nouvelles salles de classe sont en construction pour augmenter la capacité d'accueil du lycée. La première est conjointement financée par le ministère de l'Éducation et l'Association des parents d'élèves. La seconde salle de classe, toujours en construction, est financée à 100% par l'association Abou Koroyara, qui évolue dans le domaine agricole, la culture de la tomate, voilà. Et cette association particulièrement est à féliciter parce que ce sont les bénéfices de la vente des produits qu'ils cultivent qui est réinjecté dans le système éducatif. Après le lycée de Dakola, Stanislas Ouaro s'est rendu au CEG de Tiakane. Il s'agit d'un établissement qui doit ouvrir ses portes au titre de l'année 2020-2021. À ce niveau, le ministre rassure que tout est mis en œuvre pour que les élèves ne soient pas orphelins. Pour cette année, nous avons au niveau de l'IDS et de l'école normale supérieure donc de Koudougou, donc une sortie d'environ 2500 professeurs de CEG ou des lycées et collèges. Donc nous sommes en train de travailler avec le ministère de la fonction publique. D'ailleurs, dès lundi dernier, nous avons transmis les dossiers de ces différents enseignants au niveau de la fonction publique pour qu'ils puissent prendre les actes d'intégration afin que ces enseignants soient mis à disposition des établissements. Donc on va les amener un peu partout à travers le pays. Cependant, le ministre reconnaît que cela ne résoudrait pas instantanément le problème de manque d'enseignants au poste primaire. Actualité à l'étranger, au Mali voisin, le président de la transition Barndao a été investi ce 25 septembre à Bamako. Lui et le vice-président Assimi Goïta ont prêté serment devant la Cour suprême. L'investiture de ces nouveaux dirigeants est censée marquer le début d'une période de transition de 18 mois au Mali, après quoi des élections générales seront organisées pour un retour des civils à la tête du pays. À noter que cette cérémonie se tient alors que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest maintient ses sanctions contre le Mali. Et c'est cette information qui referme à ce journal de 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. À l'édition de 23h, vous serez en compagnie de Amantine Lalsaga. Merci de votre fidélité à la RTV.